Ouais. Bonjour Philippe, Bonjour, bienvenue, bonjour, ouais. bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde pour parler, bien sûr avec Philippe Herrlin, économiste, d'analyse économique, d'analyse financière, d'analyse budgétaire. De toute façon, en France, c'est très fortement imbriqué puisque je dirais que la croissance est totalement indexée aux dépenses de l'État. Je n'ose imaginer ce que serait la croissance française s'il n'y avait pas cette redistribution permanente, cette circulation un peu pathétique Mmh. qui ne crée même plus de croissance puisqu'on est sur du zéro. Philippe Herrlin va peut-être nous parler même d'une future et prochaine récession. Ça serait le pompon. Mais Mmh. évidemment, comme je le disais dans la revue de presse, et nous allons tout de suite poser la question à Philippe Herrlin, il ne faut pas rêver quand on ne produit plus rien. Eh ben, on ne peut pas espérer de croissance et encore moins profiter de fruits de la croissance. On est bien obligé à ce moment-là de s'endetter parce que finalement, la redistribution, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, mais elle doit s'appuyer sur une production, sur une valeur ajoutée, sur le fait de vendre et de faire des bénéfices sur lesquels on peut émettre quelques taxes qui permettent Mmh. de mettre un peu d'huile dans les rouages. Enfin, c'est ce que nous avions appris de l'économie. Mais évidemment, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, et moi je trouve ça terriblement pathétique, c'est que la dernière fois qu'on s'était eu dans cette matinale, Philippe, vous aviez dit, mais finalement, c'est pas plus mal, parce que plutôt que de faire des grosses bêtises, il vaut mieux encore qu'il n'y ait pas de gouvernement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était eu pendant Ouais, l'été, en disant oui, 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 bon, certes, c'est dommage qu'il n'y ait pas de gouvernement, mais après tout, c'est peut-être un mal pour un bien. Finalement, il y a un gouvernement, et ça aurait tendance à vous donner raison. C'était peut-être un mal pour un bien, et maintenant on a peut-être un bien pour un mal. oui, parce que là, on voit qu'il y a des hausses d'impôts et qui, contrairement au dire au début, va toucher en fait tous les Français, parce que quand on augmente les taxes sur l'électricité, ça touche tous les Français. Voilà, donc, et j'ai vu sur YouTube, donc il y avait un sondage qui était fait sur la croissance. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la croissance en France? C'est la question, voilà, que tu me posais au départ. Moi, pour répondre à ça, je ferais référence à une étude qui a été publiée par Fourquet, je ne me rappelle plus de son prénom, là, il y a deux Oui, ou trois Jérôme mois. Fourquet. Jérôme Jérôme Fourquet, Fourquet. voilà, dans l'institut d'études dans lequel il travaille. Et il a fait une note assez intéressante où il explique que la France est un État, a un système étato-consumériste. Enfin, eux, ils disent même stato-consumériste, mais stato, je trouve pas ça très clair. Je préfère. Enfin, il utilise aussi le terme étato-consumériste, que je trouve plus clair. C'est-à-dire un modèle où ce qui est privilégié, c'est la consommation soutenue par la dette publique Ah oui. au détriment de l'industrie. Voilà. Et c'est Oui. comme ça que fonctionne la France depuis, on va dire, depuis les années 70, où on a commencé à faire des déficits budgétaires et on a commencé à se désindustrialiser, même si ça a vraiment commencé sous Mitterrand et ensuite. Mais bon, déjà sous Giscard, on a vu une augmentation des impôts et les premiers déficits. Justement, on fêtera l'année prochaine les 50 ans de déficit budgétaire parce que le premier budget Giscard-Chirac s'est inscrit en déficit à l'époque, justement sous prétexte de soutenir l'activité. Hein. On était juste après le premier choc pétrolier et il fallait relancer l'activité. Et donc, on a considéré qu'il fallait le faire en augmentant les dépenses publiques et en augmentant la dette et en augmentant les impôts. Parce que le taux de prélèvement obligatoire sous le septennat de Giscard a beaucoup augmenté. Il a aussi augmenté sous Mitterrand, mais il a aussi beaucoup augmenté sous Déjà sous Giscard. Et Giscard. voilà, et c'est de là que datent tous les maux de l'économie française. Et c'est à partir de cette date que la croissance tendancielle n'a cessé de baisser. Et maintenant, on est entre 0 et 1%. Et C'est lié aussi à un renchérissement du coût de l'énergie dans les années 70 aussi, Philippe Herrlin, ou c'est un faux prétexte? c'est un faux prétexte parce qu'il y a d'autres pays qui ont su maintenir une croissance. Donc Mmh. voilà. Mmh. Alors c'est sûr que la hausse du pétrole a provoqué un contre-coup sur l'économie, mais il y a des économies qui ont su l'absorber, qui ont su garder une base industrielle solide. Des technologies de pointe, etc. La France, elle a su L'Allemagne. le faire un peu dans certains domaines. On a un programme nucléaire qui nous a permis pendant longtemps d'avoir une électricité bon marché. On a lancé Concorde qui n'a pas marché, mais qui a quand même permis Airbus.
On a quelques projets industriels qui ont fonctionné. Bon, mais voilà, tout ça, on a une industrie de la défense qui reste encore de niveau mondial, hein, avec Rafale, avec les missiles, tout ça. Bon, on a encore quelques points forts. Une industrie de prototype. Xavier Moreau, Philippe, parlait quand même d'industrie qui n'est plus qu'une industrie de prototype, Alors, oui, qui n'a pas en mesure de produire en masse. En masse, oui, parce que même les Rafales, on en produit, je crois, deux ou trois par mois. Enfin, donc c'est un rythme extrêmement lent. Bon, maintenant, on en vend à l'international. C'est quand même une réussite. Objectivement, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on manque de ce genre de réussite. Et donc, ce qu'expliquait Jérôme Fourquet, c'est qu'on a un modèle qui est complètement dopé à la dette pour soutenir la consommation. Et donc, notre croissance, elle est en fait complètement virtuelle parce que si on ne s'était pas endetté, on serait déjà tombé dans une récession et d'un appauvrissement généralisé extrêmement grave, parce qu'on n'a plus justement de base industrielle, contrairement à l'Allemagne, contrairement à d'autres pays, contrairement aux États-Unis et à la Chine, évidemment, à l'Asie en général, qui eux ont su garder quand même malgré tout des usines, quoi. Et donc ce modèle-là, on arrive au bout en fait, parce que quand on n'a que de la consommation soutenue par la dette, au bout d'un moment, les prêteurs vont commencer à avoir des craintes et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a déjà Fitch qui n'a pas baissé la note, mais qui a mis une perspective négative avec une explication, une analyse qui est assez négative, hein, qui sous-entend que si les choses ne s'améliorent pas, la prochaine fois, elle baissera la note. Et puis, on va attendre Standard & Poor's et Moody's bientôt dans les semaines qui viennent, qui risquent, eux, de dégrader. Et le problème, c'est que si... Il y a un risque de dégradation en B? B+. Oui, alors, surtout qu'actuellement, on est en double A. On a été triple A il y a une époque, maintenant c'est fini. On est double A, mais double A, c'est encore considéré comme de la dette de bonne qualité, de très bonne qualité. Et si on perd, si on est dégradé, on passera à simple A. Alors, on restera de la dette quand même de qualité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs en Europe et dans le monde qui ont en quelque sorte une obligation légale d'acheter de la dette notée double A pour des raisons de qualité. Donc, on a des détenteurs de dettes double A françaises aujourd'hui qui seraient forcés de vendre si on passait en A déjà. Alors, vendre ou disons, ne plus acheter, quoi. Voilà. Et donc, on perdrait des clients parce qu'actuellement, quand la France émet de la dette, il n'y a aucun problème pour trouver des acheteurs. Hein. Donc, dans ce cas-là, augmentation des taux. Voilà. Et c'est là le risque de la notation. C'est pour l'instant, on a été dégradé, ça n'a pas eu de conséquences majeures, mais passer de double A à simple A, ça va poser des problèmes chez un nombre important d'investisseurs et ça risque de se traduire par une hausse des taux d'intérêt. Je rappelle que les taux d'intérêt auxquels emprunte la France sont déjà supérieurs au Portugal, même à la Grèce pour 2-3 ans. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une urgence. Et justement, ce modèle étato-consumériste là, qui nous fait de la croissance du PIB, mais qui est gonflé. Moi, ça m'énerve d'entendre les ministres de l'économie, notamment Bruno Le Maire, rappeler régulièrement que la France a une croissance supérieure à l'Allemagne. Alors c'est vrai ces dernières années, notamment parce que à cause de la crise énergétique, l'Allemagne, qui a une base industrielle encore importante, subit le contre-coup de la hausse du gaz notamment, et il y a beaucoup d'usines soit qui ferment, soit qui diminuent les investissements, soit qui diminuent leur production, qui délocalisent. Donc l'Allemagne, elle sera en récession l'année prochaine. Nous, on n'est pas en récession. Enfin, l'INSEE a prévu qu'on serait à 0% dans le dernier trimestre, mais on n'est pas en récession parce que justement, on a moins d'industrie, quoi. C'est le bon côté de la chose, mais c'est complètement virtuel. On a moins d'industrie, donc on souffre quand même un peu moins de la hausse du prix de l'énergie. Et puis, on a encore l'électricité à peu près bon marché. Donc on résiste un peu mieux que l'Allemagne, mais c'est surtout parce qu'on a moins d'industrie qu'on n'est pas en récession. Voilà, donc c'est... Et comme l'Allemagne est le premier partenaire, malheureusement, on risque d'être aussi en récession ou en stagnation, alors que, je le rappelle, les prévisions du gouvernement pour le budget 2025 et les suivants, c'est une croissance de 1,4-1,5%. Et le Haut Conseil aux finances publiques, qui a eu communication du budget quelques jours avant l'Assemblée, a dit que ces prévisions
était un peu optimiste. Voilà. Et si au lieu d'avoir 1,5, on est à 0, ça fera d'autant moins de recettes. Et les maigres efforts qui sont réalisés par l'État pour diminuer ses dépenses et les quelques impôts qui sont augmentés risquent de ne pas suffire. Et on peut se retrouver à la fin 2025 avec un déficit qui n'aura à peine diminué. Voilà. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Vicieux, terrible. Voilà, parce qu'on sera coincé et la crédibilité de la France, là, elle en prendra un coup. Et voilà. Donc là, on est en train de rentrer. On est en train, voilà, moi j'ai trouvé cette note qui est très intéressante. Le modèle voilà, étato-consumériste, on arrive au bout de cette logique. Voilà. Alors il a fallu un demi-siècle parce qu'on partait de très haut. Hein, on n'avait quasiment pas de dette sous Pompidou, donc on avait de la croissance, on avait une vraie base industrielle. Hein. À l'époque de Pompidou, on disait que la France était le Japon de l'Europe. Hein. Ah oui. Voilà, donc on rattrapait l'Allemagne. Alors, certains disent c'est un peu parce que l'Allemagne avait peur qu'ils nous ont mis mai 68 dans les pattes, qu'ils nous ont mis comme Bendit pour casser les reins de la France. Bon, c'est une vision un petit peu complotiste, mais qui ne me déplaît pas, parce que voilà, mais bon, ça, voilà, ce serait à creuser pour des historiens, mais en tout cas, voilà. Mais ce qu'on peut constater, Philippe Erlin, c'est que à chaque fois qu'il y a des projets franco-allemands, c'est toujours au détriment de la France, et surtout lorsque nous les lançons, ils sont 9 fois sur 10 sabotés. Moi, je trouve inouï, même la filière nucléaire, ils imposent des normes impossibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, absolument. Mais ça remonte à longtemps. Moi, la première chose que j'ai trouvée extrêmement grave, et on a assez peu parlé à l'époque, c'est simplement la création de ADS. C'est-à-dire qu'on a repris Airbus. Et alors, d'un côté, il y avait Airbus et Aérospatiale. Donc, Airbus qui était le numéro 1, enfin équivalent de Boeing pour les avions civils. Hein, et il y avait Aérospatiale qui était le leader mondial des hélicoptères. Donc, la France, dans la corbeille de mariage, apportait ça. Hein, et l'Allemagne, elle apportait des trucs comme Messerschmitt, tout ça, qui certes avait eu leur heure de gloire, mais qui s'est un peu brutalement interrompu en 1945. Hein, voilà. Et depuis, il n'y avait rien. Enfin, il n'avait pas la compétence pour les cellules d'avions de chasse, pour les cellules d'avions civils, pour les réacteurs. Nous, on avait les réacteurs aussi. Hein. Et il n'avait pas les compétences pour ça. Et le mariage s'est fait à 50-50. Hein. Parce que dans le groupe EADS, l'Allemagne pèse autant que la France. Et ils sont en train de grignoter, d'essayer d'avoir des usines. Voilà. Donc, il y a un accord au niveau de l'actionnariat, mais il y a un accord, parce qu'à l'époque, c'était l'époque de Strauss-Kahn, ministre de l'économie, sous Jospin. Ça a été fait, si je me souviens bien. Et donc, l'objectif, il fallait construire l'Europe. Voilà, on était en pleine, voilà, l'Europe, bientôt la monnaie unique, c'est formidable, machin. Bon. Et donc, la France a complètement abdiqué son avantage qu'elle possédait dans l'aviation civile et dans aviation et hélicoptère. Voilà. La France était vraiment leader et on a fait un mariage 50-50. Déjà là, c'était un scandale absolu dont assez peu de personnes en parlaient à l'époque. Hein. Assez peu de personnes se sont plaints parce qu'on était dans une sorte d'idylle voilà, franco-allemande. Voilà. Mais les Allemands, eux, ils ont bien joué parce qu'ils les ont eu. Quoi. Voilà, ils ont apporté leur reste, leur petite industrie aéronautique. Et nous on a apporté 2 leaders mondiaux. Et voilà, on s'est fait avoir. On rappelle, Philippe, que c'était la même époque où aussi, eh bien, nous passions aux 35 heures, là où eux allaient travailler 5 heures de plus et nous 5 heures de moins. Voilà. Et en plus, alors ça vient avec ça vient à l'époque du gouvernement Jospin, on commence à démanteler le programme nucléaire. Hein, c'est Superphénix qui a arrêté. Enfin, c'est Dominique Voynet qui est ministre de l'écologie qui commence à tout sabrer. Enfin bon, voilà, c'est un basculement parce que il y a une sorte de fiction de construction européenne qui est en train de se fracasser complètement. C'est à partir de ce moment-là la décadence, elle remonte à loin. Mais là, c'est le moment Jospin, c'est quand même un accélérateur. Sacré accélérateur de décadence. Hein, voilà. Et donc, l'Allemagne, oui, l'Allemagne, dans d'autres projets industriels, ils essaient de nous grignoter. Quoi. Ils ont essayé pour les avions de chasse. Hein, et puis, heureusement, Dassault a freiné les cas de fer. Et voilà, ils ont déjà essayé avant. Donc, nous, on a fait la Rafale et eux ont fait leur Eurofighter qui, lui, ne se vend pas et est considéré comme un avion assez moyen, alors que le Rafale, au niveau technique, est largement supérieur. Heureusement que Rafale, à l'époque, alors que les politiques étaient plutôt pour pousser à un avion européen, justement, pour céder à cette mode ridicule,
Heureusement que Dassault a dit non, il a développé son Rafale, voilà. Les Allemands, ils ont fait leur Eurofighter, voilà, qui n'est pas bon et qui ne marche pas à l'exportation, enfin très peu. Et puis, on est en train de refaire la même chose. Et heureusement, Dassault, contre les politiques français, hein, quasiment. Dassault défend son précaré, défend son avance technologique, défend son indépendance, défend le fait que la France fait partie des rares pays dans le monde à être capable de construire un avion de chasse de A à Z, aussi bien la cellule que le réacteur, que les missiles, que les radars. Il y a très peu de pays dans le monde qui sont capables de tout faire. Et ça, c'est vraiment une compétence qu'il faut absolument garder. Mais les Allemands, ils veulent grignoter ça. Voilà. Donc, on subit, on abandonne notre industrie, et le seul échappatoire qu'on trouve pour maintenir une fiction de puissance économique, c'est s'endetter pour subventionner la consommation. Et Jérôme Fourquet expliquait bien dans cette note que maintenant, ce qui structure la géographie française, ce ne sont plus les usines parce qu'elles ferment, ce sont les grandes surfaces. Voilà. Oui. C'est ça qui permet, c'est cette carte-là qui est la vraie carte. Et d'ailleurs, les groupes français de distribution sont très forts dans le monde. Alors, c'est une compétence. C'est un des très rares avantages qu'on peut trouver à ce modèle étato-consumériste, c'est que les groupes de distribution comme Carrefour, Auchan, etc., Leclerc, sont très bons, sont très compétents, se développent à l'étranger, et c'est une compétence reconnue de la France. Bon, voilà. Oui, sauf qu'avec la guerre avec la Russie, on a déjà perdu la Russie, et puis on va perdre, à mon avis, les BRICS, hein, petit à petit. Hein. Alors voilà, ça c'est le risque, mais voilà, mais c'est une industrie de service dans laquelle la France est compétente. Bon, voilà, le problème, c'est que ça ne peut pas compenser une industrie. Quoi. Enfin, déjà, c'est du service, donc il ne faut pas comparer l'un et l'autre. C'est très bien qu'on soit fort dans la distribution, qu'on ait des grands groupes, mais ce n'est pas ça qui peut. Et puis, c'est des emplois qui sont un peu bas de gamme, qui sont assez faiblement qualifiés dans la distribution, alors que dans l'industrie, ce sont des emplois qualifiés, ouvriers qualifiés, techniciens, ingénieurs, des emplois qui payent plus, des emplois où il y a des gains de productivité qui permettent donc d'augmenter les salaires. Voilà, alors après, les Français se plaignent qu'il n'y ait plus d'augmentation de pouvoir d'achat. De toute façon, avec une industrie de services dopée à la consommation, il ne peut pas y avoir de gains de pouvoir d'achat parce qu'il n'y a plus de gains de productivité. Et ça, c'est quelque chose qui est mesuré aussi par les économistes. Alors, on voit surtout depuis le Covid, la productivité du travail en France stagne ou même diminue. Quoi. Voilà, donc, alors, on explique ça par, je sais pas, le télétravail, le fait, il y a plusieurs choses, mais bon, fondamentalement, il y a la perte de l'industrie fait qu'on a une source de productivité qui s'atrophie, et ce n'est pas avec des services qu'on va faire des gains de productivité importants, même s'il y en a encore à faire avec l'IA, des choses comme ça, mais bon. Revenons-en peut-être maintenant, Philippe Herrlin, sur le budget en lui-même, sur son versant financier, peut-être, et on finira peut-être sur son versant politique, acceptabilité, la suite. Mais déjà, alors, le budget en lui-même, si j'ai bien compris, il fallait trouver 60 milliards, c'est ça? Voilà, alors, mais là, il y a déjà un peu une entourloupe là-dessus, parce que moi, au départ, le discours de politique générale de Barnier, c'est de dire 60 milliards d'efforts, 40 milliards de baisse des dépenses publiques et 20 milliards d'impôts. Bon, allez, les 20 milliards d'impôts, je dis, il ne faut pas en faire, mais 40 milliards de baisse, de baisse des dépenses publiques, si les dépenses publiques baissent de 40 milliards, moi, j'ai raté le premier à applaudir. Parce que depuis 1975, comme on disait tout à l'heure, les déficits n'ont cessé d'augmenter et les dépenses publiques n'ont cessé d'augmenter, elles n'ont jamais reflué. Si Barnier arrive à les faire baisser de 40 milliards, je dis bravo. Quoi. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'était une entourloupe. C'est qu'il y a un certain nombre de postes qui vont diminuer de 40 milliards. Alors, sachant que ces baisses sont d'ailleurs assez peu documentées, donc ces 40 milliards, elles me semblent optimistes, mais bon, gel de crédit, choses comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça. Reporté d'une année sur l'autre. Mais il n'y a pas vraiment de coupe. Mais ce que ne dit pas cette affirmation, c'est qu'il y a d'autres dépenses publiques qui, elles, vont augmenter. Et ce poteau rose, il a été découvert par justement le Haut Conseil aux finances publiques qui a eu communication du budget quelques jours avant l'Assemblée, qui a révélé qu'en fait, les dépenses publiques allaient quand même continuer d'augmenter. Les dépenses publiques, globalement, elles allaient augmenter de 2,1% au lieu de 4,2% si on n'avait rien fait. Donc, les 60 milliards, ça sert juste à limiter la hausse des dépenses publiques. Uniquement. Mais il n'y a pas de baisse. Et il n'y a pas de baisse pourquoi?
Parce que s'il y a 40 milliards de baisse, bon, prenons-les, même si elles sont optimistes, mais bon, sur le papier, 40 milliards de baisse, il y a d'autres postes qui, eux, vont augmenter. Et ça, Barnier n'en a pas parlé. Alors, par exemple, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paye sur la dette publique, ça, c'est décaissé et c'est inscrit au budget de l'État. C'est la charge de la dette, c'est devenu un des plus gros budgets de l'État avec l'éducation nationale et avec la défense. On est à 50 milliards et ce chiffre va augmenter les années qui viennent. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt remontent. Hein. Donc la dette continue d'augmenter, mais cette fois-ci, on est sorti des taux zéro pendant lesquels on a été pendant plusieurs années, qui étaient très confortables parce qu'on empruntait et ça coûtait quasiment pas d'intérêt. Bon, là, les taux d'intérêt remontent, on est à 3%, ça va encore monter. Donc, on est à 50 milliards aujourd'hui, on sera à 70 milliards en 2027, c'est bientôt. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une hausse qui est mécanique, on n'y peut rien. Il y a aussi la hausse des salaires des fonctionnaires qui se fait, qui se fait de façon quasiment réglementaire et qui est très difficile. Voilà. Et puis, moi, je considère qu'on aurait pu demander aux fonctionnaires peut-être une stagnation des salaires pendant 1 an ou 2. Bon, mais bon, enfin, est-ce que le gouvernement actuel a suffisamment d'assises pour affronter une grève des fonctionnaires? Je ne crois pas. Donc, ils se sont dit, bon, on ne va pas toucher à ça parce que si on se tape une grève des fonctionnaires, on est mort. Donc, voilà. Donc, les salaires des fonctionnaires vont continuer d'augmenter. Et puis, il y a d'autres dépenses comme ça qui vont augmenter. Ce qui fait que les 60 milliards, c'est juste à limiter la hausse. Alors, ça pose un vrai problème de crédibilité par rapport aux Français et par rapport aux investisseurs, quoi. Parce que ces augmentations-là, elles sont sûres, elles sont certaines, et les 60 milliards d'économies, à mon avis, à la fin de l'année, on ne les verra pas. Hein. Il n'y aura pas 40 milliards, il y aura nettement moins. Et même les hausses d'impôts de 20 milliards, on se rend compte que quand on fait des hausses d'impôts, le rendement est toujours inférieur à ce qui était prévu, quoi. Parce qu'il y a des stratégies d'évitement, parce que les choses ne sont pas toutes choses égales par ailleurs. Si on augmente l'impôt sur les bénéfices, les entreprises elles vont peut-être baisser le pied. Enfin, les grosses entreprises qui vont être touchées par ça, elles vont peut-être baisser le pied ou faire plus d'investissements ou des choses comme ça histoire de diminuer la base fiscale, diminuer leurs bénéfices. Enfin bon, il y a plein. Et pareil pour les particuliers. Alors, 250 000 pour une personne seule, 500 000 pour un couple, qui devront payer au moins 20%. Donc, ce n'est pas tous ceux qui gagnent ça qui seront, mais c'est uniquement ceux qui ne payent pas 20% paieront 20%. Mais même là, il y a les stratégies d'évitement parce que quand on a des salaires de ce niveau-là, enfin des revenus de ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a des salaires, ça veut aussi dire qu'il y a des revenus d'action. Et ça, c'est des choses qu'on peut les reporter d'1 an ou 2. Enfin, on peut faire un peu d'optimisation fiscale. Et ceux qui sont juste un peu au-dessus de 250 000 ou juste un peu au-dessus de 500 000, ils feront en sorte de faire un peu d'optimisation pour passer en dessous. Et le rendement de ces 20 milliards, il ne sera pas là. Ça, je suis convaincu. Ce sera beaucoup moins. Et les 40 milliards d'économies qui sont assez peu documentées, et ça, c'est la Cour des comptes et le Conseil des finances publiques qui le dit, on ne les verra pas non plus, quoi. Voilà. Donc, on aura toujours 6%, 6% et demi de déficit à la fin de l'année. Absolument. Et comme je le répète tout à l'heure, c'était fait sur une hypothèse d'1,5 de croissance. Moi, je ne vois pas un chiffre pareil si l'Allemagne rentre en récession, parce que c'est le premier partenaire économique. Hein, voilà. Donc, on sera à 1 ou en dessous de 1 ou à 0,5. Et donc, autant de recettes en moins, des recettes de TVA en moins. Hein. Et à ce moment-là, on risque de terminer l'année au même niveau de déficit que cette année, que 2024. C'est-à-dire, malgré le plan d'économie de 60 milliards. Voilà. Et donc là, ça risque de vraiment ne pas plaire à Bruxelles. Bon, Bruxelles, on s'en fiche un peu. Mais aux investisseurs internationaux qui achètent notre dette et qui permettent à l'État de payer les fonctionnaires. Parce que si jamais on n'arrive plus à placer notre dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires, on ne peut plus payer les retraites. C'est très concret. Hein. Tout à fait. C'est très, très concret. Oui, c'est comme la fiscalité. On se demandait ce que M. Barnier appelait la dette écologique. Voilà. On commence à voir concrètement ces taxes. Ça, j'aimerais vous entendre, Philippe, là-dessus. Ça m'a vraiment énervé parce que il a dit ça à son premier 20h. Et moi, ça m'a fait très peur parce que la dette écologique, ça veut dire
on va continuer à fond dans la transition écologique et dans la lutte contre le soi-disant réchauffement. C'est-à-dire qu'il nous sort un énorme prétexte pour continuer des taxes et les impôts. Parce qu'il y a aussi, quand on parle de taxes et d'impôts, il y a aussi des contraintes réglementaires qui sont en fait des impôts cachés. Par exemple, on va aller sur un domaine où il y a une crise en ce moment, qui est le marché de l'immobilier locatif. Les étudiants, les jeunes qui cherchent des studios dans les métropoles ont énormément de difficultés. L'offre se raréfie. Pourquoi est-ce que l'offre se raréfie? Parce que si vous êtes propriétaire et que votre logement est mal noté à un DPE, un diagnostic de performance énergétique qui est mauvais, qui est G ou F, vous êtes obligé de faire des travaux. Bon, et puis ces travaux, ils sont souvent très importants, vous n'avez pas envie de les faire. En plus, les loyers, il y a pas mal de villes qui bloquent les loyers, donc vous ne pouvez pas vous récupérer sur les loyers. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous les vendez. Et c'est pour ça qu'on assiste en ce moment à ce phénomène qui montre que le marché immobilier est complètement dysfonctionnel. C'est qu'on a une baisse des prix sur l'achat de logements, neufs et anciens. On a une baisse des prix et on a une atrophie, une diminution de l'offre de location. Alors que dans un marché qui fonctionnerait normalement, il y a des gens qui achèteraient des logements et qui les mettraient en location. Et ça rééquilibrerait le marché. Mais ça, ce n'est pas possible à cause des DPE qui obligent à engager des dépenses très importantes. Et le marché actuel est déjà dans la panade parce qu'on a supprimé, on a sorti du marché les G+, en janvier 2023. Donc, c'était quelques dizaines de milliers de logements. On voit déjà les dégâts que ça fait. Et puis, en plus, bon, le fait qu'il y a trop de fiscalité et tout ça, et que ça n'encourage pas les gens à faire du locatif. Mais bon, les DPE sont venus rajouter une goutte d'eau. Et le 1er janvier 2025, donc c'est bientôt, hein, c'est très bientôt, là, ça va être un cataclysme parce que c'est tous les logements G qui ne pourront plus être loués. Ça représente plus d'un demi-million de logements en France. Hein. Ça veut dire que alors on ne va pas mettre les locataires à la porte, mais dès que le locataire quittera son logement, le propriétaire ne pourra plus le remettre en vente. Il sera obligé de faire les travaux. Et ça représente tellement de logements que ça va provoquer une crise du marché locatif. Donc ça, c'est une forme alors, ce n'est pas un impôt en tant que tel, mais c'est une contrainte réglementaire qui pèse sur les propriétaires parce que ça dévalue leurs biens. Donc, eux, ils ont investi pendant des années, ils ont pris un crédit pour s'acheter un logement. Et puis, au moment, ils ne veulent pas faire les travaux. Au moment de le vendre, il y a une décote de 10, 20, 30% parce que le logement est G. Et donc, l'acheteur, il dit, ils vont me faire une remise parce qu'il est G, quoi. Même s'ils ne comptent pas le louer. Mais ça fait partie de n'importe qui ferait ça. Ça fait partie de la négo. Et il est G, donc il faut faire une remise, quoi. Donc, le propriétaire perd sur la valeur d'un bien dans lequel il a investi. Et puis, celui qui cherche une location, il se retrouve face à un marché qui est en effondrement complet. À tel point que maintenant, les agences ne mettent plus sur leur site internet ou sur les plateformes immobilières des studios parce qu'elles reçoivent des centaines ou des milliers de réponses d'un coup. Et donc, il faudra des jours entiers pour traiter. Donc, ils les mettent même plus, il n'y a même plus d'annonce maintenant. Et pour trouver un studio à Paris, c'est une galère, pas possible, quoi. Donc ça c'est une forme de taxe d'impôt, une forme de contrainte réglementaire qui va contribuer à déprimer encore plus le marché immobilier. Et moi, je suis effaré que le gouvernement n'ait pas reporté. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient le faire. Je veux dire, ils vont peut-être encore le faire d'ici là, mais j'étais effaré qu'ils ne reportent pas de 2 ou 3 ans en disant ce sera un débat qui aura lieu au présidentiel. On décale de 3 ans l'interdiction de location des logements G et point à la ligne, quoi. Mais le fait qu'ils ne fassent même pas ça, alors que ça ne coûte rien, ça ferait juste un peu protester, gueuler les écologistes, mais c'est tout, quoi. Le fait qu'ils ne fassent même pas ça, moi, je suis effaré, quoi, parce que ça a provoqué une dégradation du locatif qui va être catastrophique, quoi. Mais l'État, lui, en plus, subventionne une partie de ses travaux. Donc, c'est du déficit, c'est de la dette en plus. Voilà, parce que c'est des sommes considérables. Oui, c'est parce que les propriétaires peuvent demander des aides, mais qui couvrent une partie des travaux uniquement. Oui, une partie. Et c'est MaPrimeRénov'. Bon, alors, mais ça, voilà. Donc, alors, ce budget MaPrimeRénov' va être diminué un peu, quoi. Donc, ils vont faire un peu des économies là-dessus. Ils vont gratter 1 ou 2 milliards, je ne sais plus. Mais de toute façon, même s'ils augmentaient MaPrimeRénov', ça ne peut pas suffire à faire tous les travaux, quoi. C'est pas,
Il y a le seul assouplissement qui a été mis en œuvre pour les G, c'est que pour les logements en copropriété, alors c'est la plus grande partie, ceux dont les travaux ont été votés par l'Assemblée générale, par les propriétaires, à ce moment-là, même si les travaux ne sont pas réalisés au 1er janvier, ils pourront quand même continuer d'être loués. Mais c'est uniquement ceux dont les travaux ont été déjà votés par l'Assemblée générale des propriétaires. Donc, c'est qu'une petite partie. Donc, ce ne sont pas forcément 500 000, mais de toute façon, ça va peut-être diminuer de 100 000. Mais de toute façon, il y aura énormément de logements qui seront mis hors marché et ça va être une catastrophe, quoi. Alors, il y a l'immobilier et puis il y a l'industrie à nouveau. Il y a les taxes sur le thermique, réduction du CO2. On va achever. Et alors là, le mondial de l'auto s'ouvre et j'aimerais aussi votre ressenti sur, enfin, votre analyse sur ce marché mondial de l'auto qui était toujours considéré comme une fête. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Européens ne sont pas à la fête. Hein. Oui, parce que maintenant, de plus en plus de connaisseurs du secteur, les clients eux-mêmes se rendent compte que l'électrification totale en 2035, ce n'est pas possible. On note déjà une stagnation des ventes de l'électrique. Et c'est intéressant parce que c'est aussi bien aux États-Unis que dans tous les pays européens. Que ce soit, il y a certains pays européens qui offrent encore des primes intéressantes, d'autres qui les ont diminuées. En Allemagne, par exemple, il y a une diminution, mais il y a d'autres pays où les aides restent tout à fait conséquentes. Et le marché plafonne déjà. On est en dessous de 20% des ventes. Et entre 2023 et 2024, ça a à peine bougé, quoi. Donc, le taux de 100% est complètement inatteignable, quoi. Et en fait, moi, mon impression, c'est que ce n'est même pas une question de subvention à l'électrique, parce que bon, c'est que de toute façon, on a déjà atteint un marché de niche, quoi. C'est un marché de niche, ça le restera, parce que ce qu'on constate, en fait, c'est que quasiment 9 voitures électriques sur 10 sont des deuxièmes ou des troisièmes voitures, où là, ça peut faire sens pour monsieur ou madame aller au travail, faire les courses, aller chercher les enfants à l'école, etc. Bon, une voiture électrique, pourquoi pas. Et 9 sur 10, à peu près, sont rechargés à domicile. Et là, ça fait sens aussi parce que quand vous rechargez une voiture électrique à domicile, vous avez un tarif électrique intéressant qui fait que sur plusieurs années, vous rentabilisez l'achat de votre voiture électrique qui, malgré les aides à l'achat, reste un peu plus cher que le thermique. Mais en la rechargeant chez vous, vous avez un tarif ça vous coûte beaucoup moins cher que faire le plein d'essence. Donc, au bout de quelques années, vous rentabilisez. OK. Mais ça, c'est de la niche, hein, parce que si vous êtes en ville, bah, vous ne pouvez pas la recharger chez vous. Hein. Si vous avez, et donc, ça concerne uniquement les gens qui sont en France périphérique ou campagne, qui ont un pouvoir d'achat quand même un petit peu au-dessus de la moyenne et qui veulent de l'électrique parce que ça fait écolo, machin. Bon, voilà. Donc ça, c'est un marché de niche, en fait. Et ce marché de niche, en fait, on l'a atteint. En fait, c'est ça. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on l'a atteint. C'est moins de 20%. Voilà, et c'est fini, quoi. Et donc, même si on augmente les subventions, ça ne peut pas avoir d'effet, quoi. Et les constructeurs automobiles sont en train de se rendre compte. Il y a plusieurs constructeurs comme Mercedes ou Volkswagen. D'autres. Mercedes avait dit dès 2030, nous, on aura tout basculé en électrique, quoi. Voilà, ils s'en sortent. Mais 5 ans avant, il n'y aura que des Mercedes électriques. Ils sont en train de revenir là-dessus. Aux États-Unis aussi, il y a des chefs, je ne sais plus quelle marque, qui a sorti ça. Le mec, il a été dégagé. Il y a aussi le patron d'un des grands loueurs de voitures, je ne sais plus lequel, un des deux gros, voilà, qui était en train de basculer intégralement le parc. Les rent-car ou choses comme ça. Ouais, c'est pas rent-car ou je ne sais plus. Qui était en train de basculer intégralement le parc en électrique. Et puis, en fait, il n'y a pas la demande. Donc, ils ont arrêté. Puis, le patron, il a été dégagé, en fait, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et les marques commencent à revenir là-dessus et commencent à se plaindre auprès de Bruxelles. Le problème, c'est qu'à Bruxelles, ils sont complètement idéologiques là-dessus. Et accessoirement, Ursula von der Leyen a été réélue notamment parce qu'elle a eu le soutien des écologistes. Et les écologistes ont certainement dû exiger de ne pas bouger, enfin évidemment, c'est dans leur rôle, je dirais, de ne pas bouger sur l'objectif écologique de l'Union européenne, et donc, entre autres, l'électrification des voitures en 2035. Et donc, il n'y a rien à attendre au niveau européen, quoi. Donc, on va s'aborder
l'industrie européenne. Il y a déjà Oui. Stellantis et Volkswagen qui ont annoncé qu'ils allaient fermer des usines parce qu'ils disent par rapport aux Chinois, on n'est pas trop compétitifs. Donc, alors, l'Union européenne veut mettre des taxes sur les voitures électriques, mais Tavares a expliqué que ça marchait, ça servait pas à grand chose parce que à ce moment-là, les Chinois ils vont implanter des usines En, d'assemblage et de en Europe. fabrication en Europe. Ouais. De toute façon, ils ont les compétences sur les batteries parce qu'ils sont sur ce marché-là depuis longtemps, donc ils sont moins chers que les Européens, donc ils vont faire les batteries, ils vont assembler les voitures en Europe et ils vont faire Inonder le marché. inonder le marché, et ça obligera les marques historiques européennes à progressivement réduire la voilure, à fermer des usines. Bon, et ça, c'est une catastrophe. Tavares rappelle qu'il y a 14 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie automobile en Europe. Voilà, donc là, en continuant là-dessus, on va avoir des millions d'emplois qui vont disparaître. C'est complètement fou. Et en plus, c'est même pas tenable parce que le jour des grands départs, il y aurait, enfin, on a déjà fait les calculs, il n'y a pas assez d'électricité. Enfin, voilà, il faudrait construire des centrales électriques le long des autoroutes pour faire les recharges de quelques jours par an au moment des vacances. Enfin, ça n'a aucun sens. Au niveau des minerais, il n'y a pas assez. Enfin bon, ça Le n'a aucun lithium. sens, mais on continue. Et le problème, c'est qu'on risque de se réveiller une fois que l'industrie automobile sera détruite. Quoi. Eh oui. C'est catastrophique. Quoi. Donc, effarant. ouais. Et tout est comme ça. Les taxes de Barnier, il y a des taxes sur les chaudières. Il attaque systématiquement sur l'aspect énergétique. C'est terrible. Ah, ouais. Et ça encore, l'électrification, c'est pas un impôt ou une taxe en soi, mais ça revient au même. Oui. Parce que ça oblige les gens à basculer vers l'électrique, ça oblige les entreprises automobiles à investir énormément dans des batteries, etc. Voilà, c'est une contrainte réglementaire qui appauvrit l'économie française et européenne. Quoi. Et ça va être une destruction. Voilà. Donc là, voilà, pour répondre au sondage là, qui est dans le chat, voilà, la croissance, non, il n'y en aura pas. Quoi. Ça, c'est clair. J'ai vu que les résultats, c'est 94% de gens qui pensent qu'il n'y aura pas de croissance. Ils ont raison, malheureusement. Oui, ils ont raison, malheureusement. Et Barnier a grillé. Moi, enfin, je ne vais pas dire que j'ai eu de l'espoir dans Barnier, mais je me suis dit, il a quand même des marges de manœuvre, il a de la bouteille, il peut prendre quelques décisions, même si elles ne font pas plaisir à Macron. Alors, par exemple, justement, reporter les DPE de 3 ans, peut-être dire intervenir au niveau européen pour décaler l'électrification de l'automobile, enfin des choses comme ça. Il avait des marges de manœuvre et il ne les a pas du tout exploitées. Et ça, c'est vraiment tragique. Il aurait pu aussi, pour diminuer les dépenses, il aurait pu lutter contre la fraude aux cartes vitales. On sait qu'il y a des millions de cartes vitales qui sont dans la nature, qui se baladent. Bon, on connaît tous les travaux de Charles Prats là-dessus, qui sont très documentés et très sérieux. Bon, il aurait pu dire, d'ici le 31 décembre, tout le monde doit changer sa carte vitale et on vérifie tout avec une carte d'identité. Bon, il aurait pu faire ça. Macron n'a rien pu dire. Il aurait fait ça, on aurait pu évacuer toute la fraude. Rien que ça aurait amélioré les comptes de la Sécu. Là, j'ai vu ce matin, là, les comptes de la sécurité sociale sont en déficit et le déficit va augmenter en 2025. Voilà, donc, 25 milliards, 30 milliards. Ouais. Voilà. Donc, en faisant une grande opération vérité sur les cartes vitales, il aurait pu gratter plusieurs milliards, peut-être 10 ou 20 milliards. Il aurait peut-être pu résoudre le problème du déficit, au moins pour cette année. Alors, il y aurait encore des réformes à faire, mais il aurait pu vraiment faire, en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière là-dessus, il aurait pu obtenir des vrais résultats. Et les Français lui seraient gré de ça. Et ça aurait été, voilà, et je pense que tout le monde aurait apprécié que Barnier s'attaque à la fraude sociale. Bon, il n'a rien fait. Il avait la possibilité de le faire. Il ne l'a pas fait, donc c'est tragique. Quoi. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il soit aussi neutre et aussi mauvais, en fait. Quoi. Mais c'est le petit commis de l'Élysée. Non, mais bien sûr. En fait, regardez, voilà. l'Élysée demande 3 millions de plus sur son budget de fonctionnement. Voilà. Il les donne, il n'a même pas, alors qu'il le sait bien. Il sait bien que ça va faire un tollé, mais il obéit. Ouais. Non, mais ça, voilà, ça c'est l'exemple. Ça, c'est presque se foutre de la gueule des gens. Quoi. Passerait l'expression, parce que augmenter le budget de l'Élysée de 3 millions, bon, il pouvait faire en sorte que ça ne bouge pas ou que ça diminue de 3 millions, histoire de dire je fais un petit effort. Vous voyez,
Vous voyez, les gueux, je fais un petit effort, je diminue le budget, même pas, même ça, il ne le fait pas. C'est hallucinant. Et à l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont aussi augmenté leur budget. Vu les salaires qu'ils ont, aussi bien les élus que les fonctionnaires qui travaillent dans ces institutions, ils auraient pu dire cette année, on ne bouge pas le budget. Quoi. Ils auraient pu. Ça ne les aurait pas trop privés. Hein. Même ça, ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a vraiment, il y a en plus un mépris de la population. Donc, c'est assez tragique. Et il y avait un sondage qui c'est sorti dans la Tribune dimanche, où en fait, il n'y a pas de politique qui apparaissent comme une réponse à la crise actuelle. C'est-à-dire que même le RN, alors si le RN est devenu le premier parti, mais il n'apparaît pas absolument convaincant comme réponse. C'est-à-dire, et ça c'est tragique parce qu'il n'y a pas de porte de sortie qui apparaissent en ce moment. Quoi. Même si le RN est la principale force d'opposition sérieuse parce que LFI et le nouveau Front populaire, c'est tellement grotesque. Je ne pense pas que les Français puissent voter en majorité pour un programme qui nous amènera à la situation du Venezuela. Mais le RN, ils vont présenter un contre-budget mercredi. Oui. Je vais regarder avec attention. Et voilà, je dirais ce que j'en pense. Hein. Peut-être on peut avoir des bonnes surprises avec des vraies réductions de dépenses publiques. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà. Mais moi, j'ai envie de dire au RN, ou enfin l'opposition, c'est aussi Ciotti, c'est aussi les Républicains, peut-être. Faites un travail sur vous pour apporter des vraies réponses à la crise actuelle, parce que les Français sont conscients de la crise, quoi. Et je dirais le débat les législatives n'ont pas permis un vrai débat sur ces sujets-là, parce que la situation a été cachée, a été masquée par Bruno Le Maire et par le pouvoir. La note du Trésor qui expliquait qu'il fallait 110 milliards pour revenir non pas à l'équilibre, mais à 3% de déficit. Cette note-là, elle est sortie début septembre parce que le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, et son adjoint Courson ont fait le siège de Bercy et de Premier ministre pour avoir l'info. Hein. Mais cette note-là, ça fait des mois on sait que voilà. Et si elle était sortie avant les législatives, il y aurait pu avoir un débat. Il n'y a pas eu de débat. C'est ça le problème. C'est que la démocratie, l'élection a été faussée. Et ça, c'est grave. Et moi, je défends l'idée que Bruno Le Maire devrait au moins être convoqué devant soit une commission d'enquête, soit la Cour de justice de la République, parce qu'il y a eu dissimulation de compte. Un comptable qui fait ça dans une entreprise cotée, qui se doit il va d'informer parce qu'elle sollicite l'épargne publique, ça se termine par la prison, quoi. Enfin, c'est normal. Et là, c'est pas possible qu'il ne se passe rien, quoi. Parce que l'élection a été faussée. Il faut bien comprendre ça. Il ne peut pas y avoir de vraie démocratie si l'information est cachée. Donc l'élection législative a été faussée. Et ça fait aussi que le gouvernement actuel, quelle que soit sa bonne ou sa mauvaise volonté, il n'a pas la légitimité pour vraiment taper faire des économies, quoi, parce qu'il n'y a pas eu de débat, donc il n'y a pas de légitimité. Voilà. Donc c'est une situation qui est politiquement complètement bloquée. Ouais. Au niveau budgétaire, on est coincé et il n'y a pas de vraie réforme, il ne se passe pas grand-chose. Mais au niveau politique, la situation est bloquée. C'est pour ça qu'on rentre dans une période assez inquiétante. Voilà. Donc, assez inquiétante. Voilà. Philippe, je sais que vous avez des obligations après 9h, donc on va conclure pour ce qui concerne cet entretien extrêmement riche. À chaque fois, on balaie non seulement la situation, et puis on voit un petit peu et on se trompe guère. En effet, on arrive dans une période extrêmement troublée, indécise, et on ne manquera pas évidemment de faire à nouveau appel à vous et à votre qualité d'expertise dans les semaines et les mois à venir. Et d'ici là, en tous les cas, portez-vous bien et merci pour cette intervention. Merci Philippe. Merci pour l'invitation et à bientôt. À bientôt. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre.
Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.